Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux élèves de terminale S et qui va aborder la notion difficile, délicate de l'application de la deuxième loi de Newton, ici, dans l'application d'une chute libre avec vitesse initiale. Alors, dans une précédente vidéo, nous avions vu que l'on pouvait tracer des vecteurs vitesse, ici à la date 3, à la date 5, et que l'évolution de ce vecteur vitesse, ce petit vecteur vert, on voit bien V3 plus ce petit vecteur vert, et bien ça donne ce vecteur V5. L'évolution de ce vecteur vitesse divisé par la durée pour cette évolution représente le vecteur accélération. Et donc le vecteur accélération verticale a quelque chose à voir avec les forces exercées sur le système, et ça Newton l'a parfaitement bien compris. On a ici la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures sur le système égale la masse du système fois son accélération. Donc une accélération, eh bien, c'est le nombre de mètres par seconde que je gagne par seconde, pour faire simple, et donc son unité, c'est le mètre seconde moins 2. Alors, on a une accélération à la date t4, mais si on fait le tracé pour toutes les dates, eh bien, on aura le même vecteur accélération. Et il a à voir avec le vecteur poids. Donc, comment, à partir de la seule connaissance des forces exercées sur le système et des conditions initiales, c'est-à-dire que la balle a été lancée avec une certaine vitesse initiale, avec un certain angle par rapport à l'horizontale, eh bien, cette seule connaissance va nous permettre de déterminer, grâce à la deuxième loi de Newton, ce qu'on appelle les lois horaires du mouvement et la trajectoire du mouvement. Alors, il faut être très méthodique pour résoudre ce genre d'exercice. On définit le système, l'objet auquel on s'intéresse. On précise le référentiel. Ici, c'est le référentiel terrestre. Il est supposé galiléen, c'est-à-dire qu'on pourra appliquer la deuxième loi de Newton. On a un repère cartésien, OIJK. Ici, la coordonnée selon l'axe Y ne va pas être intéressante puisqu'elle est constante. On s'intéresse uniquement à l'évolution de la position X et Z au cours du temps. On définit les forces extérieures sur le système. Eh bien, il y a le poids, P flèche, et on a les frottements de l'air, mais la plupart du temps, ils sont négligés. On est dans le cas de la chute libre, c'est-à-dire que la seule force exercée sur le système est son poids. Alors, on sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, et que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. On fait attention, quelquefois, cette coordonnée-là ne s'appellera pas Z, mais Y. Ici, dans la suite de cette vidéo, l'altitude sera repérée par la coordonnée Z. Alors on applique la deuxième loi de Newton. Les forces extérieures, eh bien, il n'y en a qu'une, c'est P flèche. Et P flèche, eh bien, sa norme c'est mg, P égale mg, mais il est vertical et de sens vers le bas. Donc faites bien attention à ce signe moins, car le vecteur unitaire k, il est dirigé vers le haut. Donc une fois qu'on a l'accélération, eh bien on écrit les coordonnées du vecteur accélération, donc moins g selon la coordonnée selon l'axe z, 0 selon l'axe x. Ensuite, on trouve les coordonnées du vecteur vitesse. Il nous faut une fonction qui, dérivée, donne 0. Cette fonction, c'est une constante. De même, pour la coordonnée selon z de la vitesse, il nous faut une fonction qui, dérivée, donne moins g. Cette fonction, c'est moins g fois t, mais attention, il ne faut pas oublier la constante. Alors, que valent ces constantes? Eh bien, les conditions initiales sont celles-ci. J'ai un vecteur vitesse qui fait un certain angle avec l'horizontale, l'angle alpha. Donc on a deux coordonnées, la coordonnée selon x, qui est cette valeur-là, et la coordonnée selon z, qui est cette valeur-là. Donc là, il faut faire de la trigonométrie, faites bien attention. La coordonnée selon x, il faut retrouver une vitesse. Donc vérifiez que l'expression qui est à droite a bien les dimensions d'une vitesse. De même pour la coordonnée selon
z. Là j'ai écrit v0y, mais en fait c'est v0z, hein. Il y a une petite erreur. Et donc, on complète avec les coordonnées données par les conditions initiales. Ensuite, on détermine le vecteur position. Eh bien, il faut trouver une fonction qui, lorsque je la dérive par rapport au temps, me donne Vx. Donc, il s'agit de V0 cos alpha fois t. Mais encore une fois, plus une constante. Et cette constante, eh bien, ce sont les conditions initiales. Que vaut x à t égale 0 ? Bien, à t égale 0, je suis à l'origine. Donc ici, la constante vaut 0. Alors, dans d'autres circonstances, hein, on pourrait avoir d'autres conditions initiales. Ici, j'ai un tennisman qui lance sa balle avec une vitesse horizontale. Donc, on a les mêmes expressions, le même raisonnement pour déterminer le vecteur OM, sauf que là, on a x égale v1t, plus la coordonnée selon x à l'instant 0. À l'instant 0, où est la balle? Elle est en x égale 0. Par contre, en ordonnée, en altitude, eh bien, elle a une certaine altitude, z0. Est-ce que dans cet exercice, la balle a une coordonnée de vitesse à l'instant t égale 0 selon l'axe z? Non, elle est uniquement horizontale. Donc on a ici une vitesse, mais on n'en a pas dans cette expression-là, parce qu'il n'y a pas de vitesse selon z à l'instant initial. Donc faites très attention aux conditions initiales, hein. Il faut veiller à bien les comprendre dans l'énoncé. Parce que quand on passe du vecteur accélération au vecteur vitesse, puis du vecteur vitesse au vecteur position, il faut utiliser les conditions initiales. On a donc ce que l'on appelle les équations horaires du mouvement. X évolue en fonction du temps avec une fonction linéaire. On voit ici V0 et cos alpha sont des constantes. Donc on a une courbe de type x égale un coefficient fois t. Et donc l'évolution de x en fonction du temps est linéaire. On le voit d'ailleurs bien sur cette figure-là. On voit que pour des intervalles de temps identiques, eh bien, la balle parcourt en horizontale toujours la même distance. Tandis qu'en altitude, c'est différent. Aux premiers instants, la balle parcourt une assez grande altitude. Et puis petit à petit, sous l'effet de la gravité, eh bien, la balle parcourt de moins en moins de distance verticale. Puis, elle diminue de nouveau en altitude et de plus en plus. Donc on a ici l'équation horaire de l'altitude en fonction du temps. Donc ne pas confondre les équations horaires, il y a le temps, x égale fonction du temps, et y égale fonction du temps. Ne pas confondre avec la trajectoire. La trajectoire, ici, c'est la fonction mathématique qui, dans l'espace, décrit les positions successives de la balle. Alors, comment déterminer la trajectoire de la balle, son équation? Eh bien, ici, il faudrait z en fonction de x. Pour l'instant, j'ai z en fonction du temps. Eh bien, il suffit d'éliminer le temps grâce à cette première équation, où le temps est fonction également de x. Donc, on va simplement remplacer t par son expression en fonction de x. Alors attention, hein, là il y a beaucoup d'erreurs possibles, hein, donc il faut y aller doucement. Z vaut moins 1/2 de g fois le temps au carré. Le temps, c'est cette expression-là, donc je reproduis cette expression-là et je la mets au carré. Plus V0 sinus alpha fois le temps. V0 sinus alpha fois le temps. Ensuite, je réarrange un petit peu ça. Les constantes, je vais les mettre ensemble. Donc ici, j'ai rassemblé toutes les constantes. Ici, on a enlevé le V0 parce qu'il est présent au numérateur et dénominateur. Et sinus alpha divisé par cos alpha, c'est la tangente. Donc, on a bien l'équation de la trajectoire, z en fonction de x. Et on a une équation du type z égale ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire une parabole. Alors, on vérifie que tout ça est cohérent au niveau des unités, au niveau des dimensions. On a une expression de z, on va vérifier que c'est homogène à une distance.
Donc la dimension de toute cette expression-là, eh bien c'est la dimension de l'intensité de la pesanteur G, multipliée par la dimension de x au carré, divisé par la dimension d'une vitesse au carré, cos alpha n'a pas d'unité. G, c'est des mètres secondes moins 2, donc une longueur temps moins 2, une vitesse, c'est une longueur temps moins 1, et x au carré, c'est une longueur au carré. On voit qu'il ne reste plus qu'une longueur, c'est bien homogène à une longueur. Tandis que cette expression-là, eh bien, c'est évidemment homogène à une longueur également. On a donc obtenu, et ça c'est assez extraordinaire, hein, c'est la première fois que vous réalisez ce genre de calcul, on a obtenu la trajectoire d'un objet que l'on lance, soumis uniquement à l'effet de la pesanteur, son poids. Les frottements sont négligés, et le fait de négliger les frottements nous permet de déterminer l'équation de la trajectoire et les équations horaires du mouvement. Alors reprenons l'ensemble. On a un système, la balle, j'en fais un dessin en représentant le vecteur poids, qui est la seule force exercée sur le système, nous sommes en chute libre. Je dessine le repère, IK, qui va me permettre de repérer les coordonnées X et Z. J'applique la deuxième loi de Newton, j'en déduis l'accélération. Une fois que j'ai l'accélération, j'ai les coordonnées du vecteur accélération, et je détermine ce qu'on appelle en mathématiques les primitives de l'accélération. Donc ce sont deux fonctions, Vx, Vz, qui dérivées donnent Ax, Az. Je fais attention aux conditions initiales, et je pratique de même pour le vecteur position. Cette expression change selon les exercices et les conditions initiales. Ici, j'ai une chute libre également, l'accélération 0 moins g. La vitesse, eh bien, il faut que lorsque je dérive donne 0, ici j'ai une certaine vitesse initiale selon x, une vitesse initiale selon z. Et puis pour le vecteur position, on recommence l'opération. Il me faut une fonction qui dérivée donne v0x. Je prends en compte les conditions initiales, la position qu'avait l'objet à l'instant t égale 0. Tout ce qui est entouré en bleu sont des constantes. Donc vérifiez bien que quand vous dérivez ces fonctions mathématiques par rapport au temps, vous obtenez à partir du vecteur position le vecteur vitesse et à partir du vecteur vitesse le vecteur accélération. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est difficile, hein, il y a plein de notions complexes. C'est abordé assez rapidement, d'autant plus qu'en première, on n'a pas fait beaucoup de mécanique. Donc il vous faut le brouillon, il vous faut vous tester, refaire et refaire les différents exemples traités en classe et en exercice. Et une fois que vous savez faire avec méthode, et la méthode commence par un bon schéma de la situation, avec l'obligation de définir le système, le référentiel, de vérifier comment sont organisés les vecteurs unitaires de notre repère, l'application de la deuxième loi de Newton. Une fois que vous savez faire ça, vous saurez faire tous les exercices sur ce thème. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine traitera du mouvement des planètes et satellites.